Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette émission, le Club de l'Actu. Tout le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant le petit écran pour suivre cette émission. En Guinée, la polémique n'affaiblit guère autour du projet de chronogramme proposé par la CENI pour organiser les élections locales sans cesse repoussées. Depuis 2005, vous le savez, les conseils communaux dans notre pays n'ont pas été renouvelés, la plupart ayant été dans un premier temps remplacés par des délégations spéciales nommées par le pouvoir en place. Et puis, dans un second temps, pour 128 communes urbaines et rurales, à la faveur d'un accord politique intervenu avant la présidentielle de 2015, il y a de nouvelles délégations spéciales dans lesquelles siègent les différentes tendances politiques. Et, en attendant les discussions qui se poursuivent autour de ce chronogramme au sein du comité de suivi des accords du 20 août, nous posons le débat ce soir sur les enjeux de cette élection, de ces élections locales. Quel enjeu pour la participation citoyenne au développement? Pour faire ce débat, nous avons invité pour vous M. Maxime Koevogui. Il est de la CENI, directeur de la transparence jusqu'à hier, autant pour nous, et devenu directeur du département de la communication. Bonsoir, M. Koevogui. Bonsoir, M. Bienvenue sur ce plateau. Également sur ce plateau, M. Mohamed Kamara, il est professeur de droit et juriste consultant. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Également avec nous dans cette émission, dans ce débat, M. Abdoul Sako, il est le président de COGELPED, Convergence des jeunes leaders pour le développement, pour la paix et le développement, et président du CROX Conakry. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, M. Sako. Bonsoir, Bokar. Et M. Sekou Amadou Diakité, coordination centre d'éducation civique et électorale au niveau du CROX, donc au niveau des 5 communes de Conakry. M. Diakité, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir. Bien. Pour commencer, je me tourne vers M. Koevogui. Peut-on dire que les élections locales sont des élections maudites en Guinée? Je n'y crois pas. Je sais que votre question est une question de tumulte, vous voulez dire. Tout a dépendu de l'accord de Ouaga qui a considéré que le pays avait besoin de retrouver sa gouvernance civile du point de vue de sa gestion politique. C'est à Ouaga que tous les acteurs sociaux et même les acteurs politiques les plus majeurs de notre pays se sont retrouvés et donc ont décidé en 2010, pratiquement autour de janvier, de se mettre d'accord sur une espèce d'échelonnement, pour certains d'hierarchisation même de nos élections, étant entendu que à partir de 2008 la Guinée avait globalement toutes les élections à faire depuis 1984 au niveau des quartiers, au niveau des districts, à la faveur de la fermeture des pouvoirs révolutionnaires locaux et d'autres types de pouvoirs révolutionnaires, comme au niveau des arrondissements, au niveau de la fédération, à l'époque qui est préfecture aujourd'hui. Il y avait des élections qui permettaient, disons, ainsi au peuple de se gouverner localement. À partir de 1984, le régime militaire a succédé à un régime civil et ce régime militaire s'est fait aussi succéder par un autre régime civil qui donc en 2008 s'est arrêté. Et puis les acteurs politiques ont dit de 1984 à 2008 ou 2010 il n'y avait jamais eu d'élection. Ils avaient ce constat au niveau de la base, celle que vous appelez maudite. Oui, la question, M. Maxime, comment se fait-il que depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection quand même en Guinée, d'élection locale? Nos conseils communaux n'ont pas été renouvelés depuis cette date. Je parlais essentiellement d'élections au niveau de la base, c'est-à-dire quartiers et districts.
mais aussi au niveau, vous l'avez dit, au niveau des communes, c'était allé jusqu'à 2005. On avait d'ailleurs fait une espèce de bon exercice au niveau des communes, en se considérant comme étant le père fondateur du système de décentralisation de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est ici, précisément à Fourekaria, Farmoria, pour être encore davantage précis, que les Maliens sont venus puiser une bonne expérience en matière de décentralisation, puisqu'on l'avait fait crescendo, on l'avait fait à partir de CRD pilotes, 4 au départ, pour essayer de l'étendre après. Bon, globalement, disons que si les élections locales qui englobent à la fois les communales et les quartiers et districts n'ont pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui, c'est leur positionnement. Mais on a un petit temps où on a épilogué, on a failli même se mal entendre, c'est-à-dire créer une espèce d'incompréhension entre acteurs politiques, l'organe chargé de gestion des élections et même la population autour de l'année 2014, qui était normalement prévue comme année d'élection pour ces élections locales. Voilà, ces élections dites locales. Et malheureusement, la maladie Ebola n'a pas permis à la CENI donc, de mettre en organisation pratique de cette élection. Donc toute l'année est partie et on s'est trouvé nez à nez en début 2015 avec l'arrivée aussi de l'élection présidentielle pour un second mandat pour le président de la République actuelle. Alors ça fait jaser, ça fait discuter entre faire les communales avant les présidentielles, vous vous rappelez? Et finalement, la priorité était d'organiser d'abord l'élection présidentielle. Oui, le 20 août, avant d'arriver à cet accord, l'un des préalables d'ailleurs était de suspendre les activités de la CENI. Deuxième préalable majeur pour que les acteurs politiques se retrouvent autour du mois de mai, c'était même d'annuler purement et simplement la programmation de mars 2015-16 que la CENI avait faite. Alors, si on vous comprend très bien, M. Maxime, je vais revenir à vous tout à l'heure. Je me tourne vers M. Camara. Vous suivez l'actualité, vous intervenez beaucoup dans les débats politiques. Est-ce qu'on peut dire que depuis très longtemps, en tout cas depuis 2005, la classe politique, les acteurs impliqués dans les processus électoraux dans notre pays n'ont jamais fait de ces élections locales, qui sont pourtant très très importantes pour le développement à la base, n'ont jamais fait de ces élections une priorité dans notre pays? Pas du tout, mais en fait, la première cause résulte de la gouvernance. La responsabilité est partagée? Non, une responsabilité ne peut pas être trop partagée de cette manière. Moi, je ne suis pas dans la logique de dire tout le monde est coupable. C'est une façon de diluer les responsabilités. C'est pas bon. Quand il y a eu la Deuxième République, vers la fin de la Deuxième République, vous savez, les militaires sont venus au pouvoir. Ce qui n'est pas tout normal, parce qu'il faut respecter les règles démocratiques. Mais pour éviter une telle intrusion, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Finalement, en 2005, il y a eu des élections locales. Moi, j'avais été en ce moment-là recruté par le PNUD comme coordinateur des observateurs au titre de ces élections locales. Mais en 2010, on devrait quand même procéder au remplacement de cela. En 2010, on se trouve dans une période de transition. Au niveau de la transition, on met en place un comité, donc un conseil national de la transition, on dit 101 membres. Par négociation, on va jusqu'à 159 membres. Finalement, au lieu de mettre au goût du jour les textes très rapidement pour accélérer la cadence et puis maintenant sortir de l'élection pour même coupler, on a saucissonné l'ensemble des trucs. Et finalement, vous écoutez les acteurs politiques des deux camps, mouvance et opposition, ils ont voulu tout de suite là accélérer. Même la question du référendum, ils n'ont pas voulu souscrire de trop pour dire non, attention, il faut aller d'abord au niveau de l'élection présidentielle. Et comme il n'y avait pas de personne candidate à sa propre institution, chacun croyait comme dur faire au niveau de ces élections-là par rapport à leur candidature au titre de l'élection présidentielle. La conséquence logique, c'est quoi? C'est qu'on a colmaté les brèches.
Finalement, quand vous dites qu'il faut coupler, on dit non, on n'a pas la capacité de coupler, alors qu'on pouvait carrément doter le pays d'une administration électorale permanente. Quand vous prenez la loi sur la loi 013, sur la CENI qui a été amendée après, ça est devenu la loi 016, finalement la CENI est complètement démembrée. Au niveau de sa base, on dit qu'une fois que les résultats sont rendus publics, les démembrements perdent leur fonction. Parce que le législateur a été influencé par le pouvoir public pour dire non, ça a des implications financières. Or, une élection n'a pas de prix. Ça n'a qu'un coût. Ça n'a pas de prix. Finalement, on est allé comme cela. La CENI elle-même, donc à force d'aller comme cela, a connu des mutations. Et comme elle a connu des mutations, elle est allée de chronogramme à chronogramme. Avec des acteurs politiques qui ont été désignés en son sein, qui exigent que ces commissaires rendent compte à leur base. Ainsi violant la loi sur la CENI. Ne rendant pas compte à leur base, on va les accuser d'avoir été achetés à tort ou à raison. La conséquence logique, on devrait coupler. Et comme on n'a pas couplé, toutes les fois que vous dites qu'on doit organiser les élections, la CENI trouve toujours des arguments pour dire on a des contraintes financières, on a des contraintes administratives, on a des contraintes. Mais elle ne fait pas preuve d'anticipation. La preuve, le 31 octobre 2015, il y a bien eu la proclamation des résultats définitifs par la CENI, par la Cour constitutionnelle. Du 1er novembre, jusque maintenant là, donc jusqu'avant la fin de l'année, la CENI se devait de réfléchir sur un chronogramme pour dire, bon, l'aspect finance, comment on peut faire en sorte que nous ne soyons pas rattrapés par un gap. L'aspect texte de loi. Sur ses lauriers, en fait. Très bien. Maintenant, l'aspect technique, l'aspect administratif, envoyer une correspondance au niveau du ministère de l'administration du territoire pour le découpage. L'aspect mise à jour des textes de loi. On va saisir l'Assemblée nationale pendant que l'Assemblée était en session au mois de décembre. C'est clair. Finalement, on allait être dans la logique. Mais imaginez un moment donné. Très bien. Terrible d'ailleurs. Et vous allez écouter des députés de l'opposition, ils vont dire non, on avait des textes de loi, mais il y a une inaction terrible. Quant aux députés de la mouvance, à la personne de leur porte-parole, ils disent non, 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 on ne doit pas toucher à un texte de loi 6 mois avant l'élection. C'est ce qui a été dit ici, à tout moment. Finalement, quand on nous dit maintenant non, c'est au mois d'avril qu'on va mettre au goût du jour les textes de loi, en invoquant par le passé le protocole de la CEDEAO pour dire non, à 6 mois on ne doit pas toucher. Pour vous, on est une sorte de quadrature de cercle, on ne sait pas où s'en sortir. Maintenant, c'est bon, vous avez bien lancé le thème pour dire quels sont les enjeux de l'élection locale. L'élection locale est extrêmement importante parce qu'il y a 32 compétences qui sont transférées aux collectivités locales à la base avec 10 missions. On va y revenir tout à l'heure, Mohamed. Mais oui. Avant d'arriver aux enjeux, il faut d'abord élucider les jeux. C'est extrêmement important parce que c'est important. On a comme l'impression dans notre pays qu'on marche sur ces élections, on les sacrifie. Voilà. Et je pense que la société civile a forcément un regard là-dessus. Oui. Peut-être plus loin. Parce qu'il y a suffisamment de mise en cause dans la dernière version de M. Camara. Bien entendu, il y a eu quand même des pierres jetées dans le jardin de la CENI. Non, 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 il n'y a pas de pierres. Même si les oiseaux viennent, ils trouveront de quoi picorer. Nous sommes comme comment dirais-je, une cuisse de cet oiseau que tout le monde achète partout, même dans les quartiers, qu'on appelle le dindon. Donc on laisse chacun picorer. L'important est de construire, surtout construire la paix et en finalité arriver à une démocratie solide dans notre pays. Mais c'est assez... Entendre Mohamed Camara, c'est assez... Vous êtes pris oui, un peu mal. Non, absolument. Non. Les résultats définitifs de la présidentielle, c'est depuis le 31 octobre tout de même, 2015. Le 31 octobre 2015, est-ce que nous avons à nous justifier si vous n'avez pas l'information? Vous ne l'avez pas du tout, parce que le 4 novembre, nous étions... Le secteur informel, que je pense qu'il y a beaucoup de citoyens moins qui vaguent du jour au jour et qui, à des moments donnés, ne s'intéressent pas beaucoup aux élections parce qu'ils ne sont pas les cibles privilégiées des uns et des autres pour les faire comprendre, alors que c'est un secteur qui engrange un grand nombre d'électeurs. Donc, comme il faut un autre niveau, nous entendons également, parce que j'ai parlé de catégories, s'approcher des potentiels candidats au niveau de ces élections locales, parce que la candidature indépendante est acceptée, pour essayer aussi de les préparer, de les informer par rapport, s'il faut, aux tenants et aux aboutissants de ces élections locales, pour les faire comprendre vraiment que d'abord, les élections de district et de quartier pour Conakry, c'est des élections c'est des listes de citoyennes qui vont être là. Il faut préparer les Guinéens à se préparer au-delà de leur appartenance politique ou ethnique ou ceci ou cela,
à se constituer autour de leurs compétences pour former des équipes dans leur quartier afin de compétir pour ces élections locales. Et autre niveau également d'information, ça va être un peu au niveau des QC des partis politiques. Il faut aller, parce qu'il faut noter, on a fait un peu le monitoring. Quand vous prenez aujourd'hui les villages électoraux qui ont été installés à Conakry, de façon, je m'excuse du terme, anarchique, ces villages étaient réservés à la musique et à la danse. Nous voulons voir comment cette tendance peut être renversée aussi, au lieu que, comme il y a des boîtes de nuit et tout, si on veut la musique et la danse, on peut y aller. Mais comment ces villages électoraux peuvent être effectivement des lieux où on fait des débats d'idées, des débats de projets, tout cela. Donc ces centres vont s'intéresser à tout cela. C'est le lieu pour moi vraiment de remercier nos partenaires qui ont vu s'il faut venir depuis 2012 et installer ces centres à l'intérieur du pays, qui vont certainement nous accompagner à Conakry ici aussi pour que cela soit effectif. Bien. Mohamed Kama, vous qui êtes juriste, parlant de ces élections locales, pouvez-vous nous aider à aider nos téléspectateurs à comprendre la caractérisation, la typologie de ces élections? Si on parle d'élections communales et locales, quelles sont les caractérisations juridiques de ces différentes élections et qu'est-ce que ça change? D'accord. En fait, merci de la question. En fait, vous savez que l'État guinéen est l'un des rares États à avoir accepté de transférer 32 compétences aux collectivités locales. Ce qui est extrêmement important. Qu'est-ce que vous appelez 32 compétences? La question de la gestion des cimetières, la question de la gestion des marchés, des centres de santé primaire à la base, l'école maternelle, etc., etc. Il y a 32 compétences. Quand vous voyez l'article 29, il y a 32 compétences. Quand vous voyez l'article 30 du Code des collectivités locales, il y a 10 compétences. Donc c'est essentiel. Maintenant, c'est une élection de proximité. L'enjeu est tel que le citoyen peut être consulté pour dire, bon voilà, nous voulons par exemple que l'autoroute Alexandre Fidel Castro Ruse soit propre. Quel est le plan qui va être mis en œuvre? Ou bien nous avons besoin de viabiliser notre territoire local avec ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, en conformité avec ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Bref, c'est l'implication des citoyens à la base. Parce qu'avant, les décisions quittaient le sommet vers la base. Alors ça pouvait ne pas répondre aux attentes de la population. Mais maintenant, on prête une oreille attentive au niveau des citoyens à la base. Alors, les élections locales, il y a la candidature indépendante qui est permise, même si c'était une violation du droit des citoyens que d'exclure que des personnes soient candidates à l'élection législative et présidentielle. Il appartient aux populations de dire si c'est une candidature fantaisiste ou pas fantaisiste. C'est clair. Mais on ne peut pas empêcher cela en amont et ouvrir le boulevard pour les partis politiques sans contrôle ni siège, quelquefois. Voilà. Donc, l'élection locale, sa caractéristique fondamentale, c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a des conseils qui vont être élus. Et au niveau des collectivités, on va dire, bon, une population qui atteint 5 000 jusqu'à 10 000, on va dire, bon, on va aller jusqu'à 11, par exemple, personnes qui sont les conseils. Et au fur et à mesure que ça évolue, on ajoute 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes. Donc c'est comme cela que ça se fait. Maintenant, qu'on en vienne à être confronté aux difficultés, aux contraintes à la fois juridiques et autres, si on veut, il faut d'abord que la CENI écrive officiellement et que la CENI cesse de prester un service politique pour des acteurs politiques sans faire une approche participative. Parce que le comité interparti est différent du comité de suivi. C'est extrêmement important. Dans un enjeu où il y a la géopolitique, la géostratégie entre les partis politiques qui sont éclaboussés à l'interne par des frondes, soit au niveau des jeunes du parti du pouvoir, ou bien par une question pénale au niveau du principal parti de l'opposition, ils vont pouvoir utiliser, voir la CENI dans leur viseur pour dévier la préoccupation majeure en créant des contre-feux. Il faudrait que la CENI soit maligne à cet effet, mais en rendant compte aussi. Et l'autre élément, c'est le législateur qui doit quand même, on doit convoquer les députés eux-mêmes à travers leur initiative, tout comme le président de l'Afrique à travers son initiative, doivent convoquer une session extraordinaire. La loi 015 sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le permet. Et là, une session extraordinaire ne doit pas dépasser 15 jours, justement, par rapport à cela. Donc, on pouvait mettre ainsi au bout du jour l'ensemble de ces textes-là. Mais moi, ce que j'appelle de mes voeux, que la CENI écrive à toutes les entités et que les entités soient un peu visionnaires pour penser à comment on peut maintenant imprimer à notre pays les marques d'une république pacifique. En quoi faisant? Tenter une sorte de couplage des élections pour éviter que notre pays ne vibre au rythme des échéances électorales en continu. 2010 présidentielle, 2013 législative, après 5 reports,
2015, présidentielle sans que le cycle ne soit bouclé. 2016, peut-être communal. Ensuite, fin district et quartier. 2018, législative. 2020, présidentielle. 2021, district et quartier, parce que ceci, c'est pour 4 ans. Donc, je pense, le cycle. Voilà. Finalement, ça devient anxiogène. Ça débourse beaucoup d'argent. Ça ne met pas le pays dans la stabilité, ni les autorités dans la sérénité nécessaire à donner ce qu'on appelle du service public aux citoyens. Et enfin, ça abrège l'année scolaire, parce que quand c'est une année scolaire, on dit nous attendez après les élections. Et enfin, les partenaires qui sont à l'étranger, comme c'est émaillé, attention, ils vont être refroidis dans leur élan de venir aider les pouvoirs publics à créer de l'emploi pour les gens. Dans la stabilité, ni les autorités dans la sérénité nécessaire à donner ce qu'on appelle du service public aux citoyens. Et enfin, ça abrège l'année scolaire, parce que quand c'est une année scolaire, on dit nous attendez après les élections. Et enfin, les partenaires qui sont à l'étranger, comme c'est émaillé, attention, ils vont être refroidis dans leur élan de venir aider les pouvoirs publics à créer de l'emploi pour les gens. Et du côté de la CENI, au-delà de ces contraintes juridiques, parce que vous avez dit que vous avez besoin de 250 jours à partir de la levée de ces contraintes. 254. 254. Alors, est-ce que votre planification est telle que vous pouvez vraiment tenir ces élections dans ce délai? Ces délais tiennent au fait que on a cette période que les acteurs publics, donc l'administration du territoire, qui pourrait y associer le ministère de la Justice et l'Assemblée nationale, ce délai tient au fait qu'il y a ce temps qui doit être pris pour mettre dans un cadre juridique d'organisation des élections normales, les quartiers et les districts. Ce délai ne tient pas pour les communes. C'est pour ça que je suis en train de lui dire que quand vous parlez de couplage, allez plus loin, c'est-à-dire faire les constats de ceux qui ne va pas. Je pense que nous avons beaucoup de compétences dans ça en Guinée. Mais résoudre les problèmes, nous sommes faire des peu propositions compétents. Non, agir même. Agir même. Des propositions, on en a plusieurs. Mais passer... Mais on en a fait sur ce plateau. Passer, non, je dis, les institutions oui, c'est ça. Voilà. C'est là où il faut aller. Voilà. C'est là où, quand vous disiez de faire des courriers, d'adresser à tel, je vous dis, heureusement, c'est en cours. C'est-à-dire que je suis pour la démarche que vous dites, mais elle est en cours, elle se fait. Le ministère de l'administration du territoire, dans son portefeuille, ne peut pas dire qu'il n'a pas obtenu le courrier de la CENI lui sollicitant tel ou tel acte administratif, comme le découpage, comme le nombre de conseillers, parce que c'est un arrêté. Il y a quelqu'un des politiques qui nous a dit, en réunion, sa compétence n'était pas là, il dit, mais prenez tout simplement le recensement général de la population. Le recensement général de la population est fini quand? C'est pas en janvier? C'est au mois de janvier 2016 que ça a été publié. Ce qui a été fait depuis 2015-2014 était à la place publique critiqué, machiné, etc. Et les gens, l'administration du territoire ne peut déterminer le nombre de conseillers qu'à travers un recensement général comment on appelle, confirmé par commune, par quartier, etc. pour dire voilà le nombre de conseillers qu'il faut pour telle localité. Donc ça, c'est des choses pratiques. Il faut, comme il a dit, il faut anticiper. Et quand on dit au mois d'août 2015, allons faire des élections au mois de juin 2015, mais des quartiers de district, mais disons-nous qu'en décembre ou en novembre, ou en octobre même, qu'on tienne une session ordinaire qui met le statut des quartiers en place. Mais le quartier, depuis le PRL jusqu'à aujourd'hui, depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui... À l'époque, la nécessité, juste au moment où l'accord se signait, que bon, attention, il y a une chose qui s'est passée, un accord additif pour dire il y a du temps qui est pris en retard. Humblement, de deux choses l'une, soit convoquer une session extraordinaire ou faire figurer au niveau de la session du budget, la nécessité pour gagner en temps. Ça n'a pas été fait. Par qui? Ni par la CENI, ni par les autres. On va aller rapidement parce qu'on a... Je vais finir avec ça. Le paradoxe, c'est quoi? Comprenez quelque chose. Je pense que CENI ou quoi, là, c'est des problèmes. Il faut comprendre, quand tu parles de l'Assemblée aujourd'hui, les partis politiques, opposition ou mouvance, ils y sont.
Ce sont eux qui prennent des trucs de loi là. Ils veulent tous qu'on aille aux élections. Ils veulent tous qu'on respecte leurs accords là. Pourquoi ils n'ont pas entrepris en leur sein là-bas depuis maintenant? C'est pour te dire, ils se moquent des populations. Aujourd'hui, il faut être clair, hein, le report des élections locales arrange principalement deux partis, l'UFDG et RPG, parce qu'ils sont déjà partagés le gâteau des délégations spéciales depuis longtemps, ils sont dans les communes. Et deuxième fait aussi, et ils savent encore que quand on organise, la voie est ouverte aux citoyens sans être dans leur cadre. Ils ont des crises aujourd'hui. Ils ont peur qu'on allant tout de suite là, leurs militants ou leurs barons qui sont quelque part, même pas votre station. Et ils ont la latitude aujourd'hui de démissionner dans leur parti là, c'est constituer en liste citoyenne pour aller aux élections. Alors si on n'est pas vigilant, on va passer tout notre temps à faire le jeu. Alors quel message pour les populations, surtout celles de Conakry, pour lesquelles vous travaillez beaucoup plus? Mon message pour les populations, une fois encore, il est très important qu'à chaque étape de votre vie, évaluez-vous, évaluez ce qui a été fait. Je ramène aujourd'hui aux populations d'évaluer ces 5 dernières années ou 10 dernières années, nos politiques, y compris moi-même en tant qu'acteur de la société civile, ce qui a été fait. Et de prendre conscience qu'ils n'ont pas intérêt à s'enfermer dans la prison de l'intérêt des politiciens et prendre conscience, une fois encore, s'informer, se former, se réunir, se regrouper pour que c'est les élections locales, comme la loi en fait des élections, qui leur permettent de s'approprier, s'il faut, du processus de développement à la base, qu'ils saisissent l'occasion, une fois encore, en s'unissant et en allant effectivement vers ces élections, une fois encore en Guinée, dans l'intérêt du citoyen et dans l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt exclusif du citoyen. Allez-y, M. Diakité, un message pour les populations, vous qui travaillez aussi au contact direct de ces citoyens. Voilà, moi le message que j'ai pour les citoyens, c'est de venir dans nos centres qu'on va implanter dans les 5 communes de Conakry pour apprendre la citoyenneté, pour apprendre le processus électoral sur toutes ses formes. Et puis, c'est ce qui va leur permettre d'aller effectivement, n'est-ce pas, au développement local. Merci. Mohamed Kama, le doyen va conclure. Oui, d'accord. En fait, moi, je demande humblement à la population d'être très soudée vis-à-vis de la paix. Parce que les revirements spectaculaires entre les acteurs politiques, c'est monnaie courante au niveau de la Guinée. À la CENI, de communiquer. Gérer une élection, c'est très sensible, c'est conflictogène. Il ne faut pas minimiser les facteurs de risque. Vous l'avez dit parce que l'enjeu aussi, c'est d'aller à des élections apaisées. Apaisées, c'est extrêmement important parce que c'est très facile pour un commissaire de prendre son avion et quitter le pays. Et tout comme un pouvoir public, tout comme un député. Je ne souhaite pas cela, mais ce serait bon qu'elle sous-tende à sa démarche une approche participative pour que les acteurs politiques qui ont des agendas cachés ne déteignent pas leur agenda sur leur propre activité. Et enfin, que les institutions de la République soient neutres, mais qu'elles ne soient pas inactives. Au Premier ministre de veiller, à l'Assemblée nationale de s'affranchir des chapelles des partis politiques pour être comme des représentants du peuple pour mettre au bout du jour les textes de loi. Absolument. Pour finir, M. Koïvou Maxime, quelle garantie la CENI offre dans la perspective de ces élections pour, en tout cas, tenir des élections sans violence? Parce qu'on l'a vu dans notre pays, les lendemains d'élections sont anxiogènes, pour reprendre le terme de Mohamed Maha. La première des choses que je voulais dire en conclusion de cette émission, c'est tout l'intérêt que j'ai attaché au processus d'éducation civique à travers ces centres. Je souhaite que même l'USAID soit vraiment saisi par le KENOSC et par d'autres organisations de la société civile, afin que, en plus de Conakry, que cette phase d'éducation civique s'étende sur l'ensemble des centres d'éducation et aussi peut-être l'apprentissage, oui. Mais à ma connaissance de notre pays, il existe beaucoup de citoyens dans les quartiers et dans les villages qui ont beaucoup de civisme pour ce pays. La plupart des exemples de patriotisme, la plupart des exemples de bâtisseurs d'une nation pour l'Afrique, viennent de la Guinée. Et il y a beaucoup de citoyens, quel que soit leur âge aujourd'hui, qui, dans ces centres, pourraient transmettre
hein, qui ne partiraient même pas en apprentissage, mais plutôt qui seraient des personnes à nous aider à étendre, comme Mohamed le disait dans sa conclusion, cette paix. Cette paix et considérer les élections, et cela est fondamental pour moi, que ce n'est que la succession des intelligences. Ce n'est pas les lieux où on fait la guerre. C'est des Guinéens, une fois qu'on a d'ailleurs accepté les candidatures de tout Guinéen, c'est qu'on considère qu'il en a la capacité, qu'il en a l'intelligence, qu'il en a les moyens, qu'il en a le temps pour se consacrer afin que la vie soit davantage meilleure pour nous, habitants de notre pays. Alors je souhaite que ça ne soit pas un temps de conflit, qu'on arrête les guerres, qu'on arrête les contradictions sont normales, mais les assises sont prioritaires, où on s'assied et on trouve les solutions, et chaque institution a à prendre sa responsabilité par rapport aux élections. Eh bien, finalement, les uns et les autres se rejoignent sur ce plateau. Vous avez compris, chers téléspectateurs, tous les enjeux qui sont liés à ces élections locales, qu'est-ce qu'elles peuvent donc changer dans votre vie au quotidien. C'était donc ce plateau que nous avons organisé sur ces élections locales. Quel enjeu pour la participation citoyenne au développement? Merci à tous les invités qui étaient sur ce plateau. Monsieur Maxime Koivogui de la CENI, monsieur Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit, consultant, Abdoul Sako, il est de la société civile, président du CROX et de COGELPED, et monsieur Sekou Amadou Diakité de la coordination du centre d'éducation civique électorale. Mohamed Mara et Mamoudou Kondé étaient à la réalisation. Sidibé a géré les sons, et merci à toute l'équipe de cadrage. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Bofa Centre. Portez-vous bien, au revoir, à la semaine prochaine. Merci.